Vous voyez mon écran? Oui. Je vais minimiser les autres ici, là. Ah, OK. J'ai mis l'enregistrement en marche pour que tout le monde sache. OK, je vais d'abord arrêter de partager pour comment dire, agrandir la présentation. Okay. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend alors? OK. Allô? Oui, on t'entend et on voit bien. All right, merci. Donc, en fait, comme j'avais promis là, il y a quelques mois, j'avais promis de faire une petite présentation donc, sur, disons, un peu comment essayer de se bâtir un petit nid pour les jours pluvieux, comme on dit. Donc, j'ai préparé cette présentation en anglais, mais je vais essayer de la présenter en français. Et l'objectif, c'est vraiment de donner un peu le contexte canadien, parce que nous sommes tous ici au Canada, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est sûr que beaucoup d'entre vous sont au courant de la plupart des informations que contient cette présentation, mais il y aura peut-être d'autres informations qui seront nouvelles pour certaines personnes. Et puis, après les slides, là, on va peut-être avoir une petite discussion et il y a probablement d'autres personnes qui ont une autre expertise qu'ils pourraient apporter qui va enrichir tout le monde, quoi. Donc, comme je le dis là, la première c'est vraiment wealth. Et il n'y a vraiment pas un équivalent en français de wealth, right? Quand on regarde un peu les définitions, les traductions en français, c'est la richesse, la fortune, les biens. Et voilà, c'est un terme assez complexe, mais je vais peut-être essayer d'appeler ça, disons, dans le cadre précis, si je vais appeler ça un peu la fortune pour faire court, quoi. Et comment est-ce que ce que j'aimerais faire donc, au cours de cette présentation, c'est de donner une définition de c'est quoi un peu la fortune telle que définie dans les dictionnaires et dans certains manuels économiques et présenter un peu le contexte, surtout canadien, j'ai dit nord-américain, mais beaucoup plus canadien, et discuter un peu certains types d'investissements et parler un peu de certains phénomènes qu'on commence à observer qui sont un peu récurrents, comme les pyramides de Ponzi et puis certaines escroqueries tout court, quoi. Donc, en fait, la fortune se définit comment? Quand on regarde dans le dictionnaire, ça sont des définitions que je n'ai pas créées, j'ai pris ça dans le dictionnaire, c'est vraiment une abondance de valeurs financières, matérielles ou immatérielles qui peuvent être converties de manière à pouvoir être utilisées pour un certain nombre de transactions, principalement des transactions financières. Et une autre définition que j'ai retrouvée comme ça, c'est vraiment une mesure monétaire qui peut inclure des sommes, la somme, enfin le capital naturel, humain ou physique d'une personne, voire d'une communauté. Donc ça, c'est un peu, ça va chercher un peu dans des définitions comme la définition du produit domestique brut, qu'on va appeler en anglais comme le GDP, par exemple. Ou alors, la fortune se définit tout simplement comme quelque chose de valeur. Donc, comment donc est-ce que la fortune s'acquiert? Il y a deux principales méthodes d'acquérir la fortune. La première méthode, ou alors l'une des méthodes les plus traditionnelles, c'est par héritage. Donc, quelqu'un qui a une famille aisée qui voilà, lui passe une fortune, ou alors quelqu'un qui hérite de la fortune de son conjoint ou de sa conjointe. Et l'autre moyen d'hériter, enfin, l'autre moyen d'acquérir une fortune, c'est vraiment par la multiplication. Qu'est-ce que j'entends par la multiplication? C'est de pouvoir investir dans les activités génératrices de revenus, génératrices de biens. Et comme la plupart d'entre nous ici, nous sommes, je dirais, première génération au Canada, ou alors même génération zéro, parce que ce sont nos enfants qui seront vraiment première génération. Donc, je ne crois pas que beaucoup d'entre nous, en tout cas pas ici sur place au Canada, avons des parents qui vont nous laisser un héritage. Donc, c'est pour cela que dans la suite de la présentation, je vais me focaliser vraiment sur le principe de la multiplication, donc des activités génératrices de revenus et de biens.
Donc, dans les activités génératrices de biens, on a en général deux principales activités. Bon, une troisième qui est comme hybride entre les deux principales activités. La première, c'est quoi? C'est de commencer sa propre entreprise, son propre business. Et de nos jours, c'est devenu, bon, je ne dirais pas facile ni trivial, mais c'est devenu de plus en plus moins compliqué qu'avant de commencer un business parce qu'on peut le faire avec vraiment un montant minimal en créant un business en ligne ou alors avoir, comme on dit, brick and mortar, avoir son entreprise ou bien son garage ou sa boutique, donc quelque chose de concret, de physique. Donc, on peut commencer un business en ligne ou bien commencer un business traditionnel, comme on dit en anglais, brick and mortar. Le deuxième moyen qui devient aussi de plus en plus facile, qui devient aussi de plus en plus démocratisé, c'est vraiment d'investir sur la place financière, sur les places boursières. Et il y a un troisième moyen qui est l'investissement dans l'immobilier, mais cela revient aussi un peu comme créer sa propre entreprise. Donc, il y a des gens qui achètent les maisons, qui les revendent, il y a les gens qui les achètent, qui les rénovent, les revendent, ou alors tout simplement qui vont mettre leur maison, par exemple, en location sur Airbnb. Donc, l'immobilier, c'est vraiment une autre version de commencer son propre business. Donc, si on veut résumer, en gros, il y a deux moyens. Commencer son propre business ou investir sur les marchés financiers. Et qu'est-ce que j'entends donc par marché financier? Ou alors, quels sont les produits donc, qu'on peut viser lorsqu'on investit sur les marchés financiers? Il y a d'abord le premier qu'on appelle en anglais les bonds. Les bonds, je crois, ça revient à ce qu'on appelle en français des obligations. Donc, c'est une valeur qui est octroyée par une entreprise ou un gouvernement et qui est garantie de rapporter un certain montant précis à l'acquéreur de cette valeur financière. On a aussi des mutuelles qui, en fait, sont un ensemble de valeurs, de propriétés qui sont amalgamées et qui sont offertes en bloc pour souvent parer au risque de l'hyperconcentration. Donc, ça aide un peu à diversifier. On a aussi les ETF, Exchange Traded Fund. Je ne crois pas qu'il y a un vocabulaire français qui traduit ça. Les Français aussi disent les ETF. Donc, on a aussi les ETF qui sont un peu comme les mutuelles, mais les ETF aussi se vendent sur la place boursière. Par contre, les mutuelles, en général, il faut passer par un broker, par un courtier. En général, ce sont les banques ou bien les financial advisors. Et évidemment, le produit qu'on connaît le plus, c'est les actions, dont les stocks, qui en fait représentent vraiment, comme on dit, une fraction d'une compagnie qu'on achète en espérant que cette compagnie va grandir et que la valeur des actions va augmenter. Et les actions viennent souvent avec ce qu'on appelle un warrant, donc une espèce de garantie qui est à peu près comme un bond, mais en fait, c'est même pas comme un bond, c'est comme une option dont on va parler plus tard. Le warrant, c'est en fait un produit dérivé des actions, donc qui donne aux détenteurs du warrant le droit de pouvoir acquérir l'action principale à un certain montant, souvent un certain montant prédéfini à l'avance et qui peut-être plus tard, quand l'action sera 3 fois la valeur du montant, le propriétaire du warrant peut donc acquérir cette action à un moindre prix, donc au tiers de la valeur actuelle de l'action. Donc, si l'action, évidemment, n'augmente pas, avoir un warrant n'a aucun avantage. Mais l'avantage aussi d'avoir un warrant, c'est quoi? C'est que le warrant aussi augmente en valeur au fur et à mesure que l'action augmente. Et en termes de pourcentage, le warrant augmente en pourcentage plus rapidement que l'action, donc que les stocks. Et les options, c'est pareil. Les options, c'est un peu comme le warrant. À la différence que les options, en général, ont une durée de vie très courte. Donc, les options peuvent se baser sur une semaine, 1 mois, 2 mois. C'est vrai qu'il y a des options qui s'étalent sur des années, mais aussi ça coûte extrêmement cher. Les options aussi donnent aux propriétaires de l'option le droit d'acheter ou de vendre certaines actions à un certain prix à une certaine période. La différence, c'est que la période là peut être vraiment très courte comparée au warrant. Et il y a aussi d'autres produits dérivés comme les Forex, donc Forex Exchange, alors qu'on appelle Forex ou bien FX en général,
qui sont aussi en fait qui jouent en fait sur la différence de cours sur les différentes monnaies. Donc, on peut avoir les forex entre, disons, le dollar et l'euro, par exemple, ou bien le dollar et le yen. Ça, ce sont les forex qu'on retrouve le plus souvent. Et on a aussi ce qu'on appelle les futures. Les futures qui sont aussi un peu comme comment dire ça, un peu comme des options, mais en fait, c'est une espèce de produit dérivé qui donne l'obligation, contrairement aux options qui donnent le droit, le futures, dans les futurs, les valeurs futures, donne l'obligation tant aux détenteurs qu'à l'émetteur de pouvoir exécuter une certaine transaction à une date précise. Avec les options, par exemple, et ça, c'est le cas spécifique de l'Amérique du Nord, avec les options, quand tu as une option, tu peux la vendre à tout moment. Si tu as une option, ce qu'on appelle un call option, right? Ou même un put option, tu peux la vendre à tout moment, tout comme le warrant. Mais avec le futures, celui qui achète les futures ne peut pas les vendre à tout moment, tu dois les vendre à une date précise. Donc, c'est un peu ça la principale différence entre les stocks, les options, les forex futures. Donc, how to. Donc, maintenant, quand on connaît quels sont les produits qui existent sur le marché et autres, comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir commencer à prendre avantage, à en jouir, quoi, à trader ces produits? Donc, au Canada, en fait, il y a plusieurs véhicules qui vous permettent vraiment de pouvoir acquérir ces produits et de pouvoir vraiment en faire des transactions. Il y a ce qu'on appelle les registered accounts et les non-registered accounts. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je ne sais pas si on dit les comptes enregistrés ou les comptes non enregistrés. Je ne sais pas si Dieu donné, tu as la définition exacte. Si on vécu en... Exactement, c'est ça. OK, merci. Donc, on a les registered accounts et les non-registered accounts. Et on ne voit pas ma souris là. En tout cas, si vous regardez donc sur la diapositive, là, vous allez voir que dans les registered accounts, le premier qui représente les APP, là, c'est vraiment des trucs pour les employeurs. Donc, pour les employeurs, et ça concerne vraiment les pensions de retraite. Je crois que c'est Registered Pension Plan. Et, et puis, les deux sous-points qu'on a en bas, là, c'est Defined Contribution et Defined Benefit. Ça ne nous intéresse pas vraiment beaucoup ici. C'est les employeurs en général qui s'occupent de ce genre de choses. On a aussi un autre véhicule qu'on peut utiliser pour faire les investissements, c'est les RRSP, je crois que c'est Registered Retired Savings Plan. Donc, où on peut créer un pour soi-même, on peut en créer un pour son épouse, ou alors certaines compagnies créent des plans de groupe qui donnent accès donc à leurs travailleurs de pouvoir investir là-dedans. Donc, ça aussi, c'est un véhicule. Je crois que beaucoup d'entre nous contribuent à un ASP et puis la date même de contribution, la date limite approche déjà, je crois, s'il n'est même pas encore atteinte, quoi. Et il y a maintenant l'un des véhicules que moi, j'adore, que je raffole, c'est le TFSA, donc le Tax Free Savings Account, qui est un compte où on peut faire des investissements et qui n'est pas taxé. Et je crois que il y a un montant limite par année qui a commencé à 5 000 $. Je crois qu'on est rendu à presque 6 000 $ cette année. Donc, chaque année, depuis que ça existe jusqu'à aujourd'hui, je crois que l'équivalent donne à peu près une fourchette de, je crois, 65 000 $ par là qu'on peut contribuer dans son TFSA et investir. Et avec un TFSA, on peut investir directement sur les marchés financiers, tout comme avec un RESP. Avec un RESP, c'est en fait pour l'éducation des enfants. C'est Registered Education Savings Plan, RESP. Et ça, on peut aussi investir sur les marchés avec cela, mais le principal avantage de ce produit, c'est que le gouvernement va donner, je crois, une somme d'à peu près 500 $ chaque année pour contribuer. Allô? Allô? On t'entend. Il y a quelque chose qui apparaît sur mon écran, ça dit « This meeting has been upgraded by the host and now include… » Elle a mis plus de temps. Non, là, c'est bon, continue, mon gars, tout va bien. On peut y aller, on peut continuer. D'accord, je vais donc repartir où j'étais. Donc, je disais qu'on a le RESP
Et on a aussi maintenant, ça c'est en fait le Registered Disability Savings Plan. Ça c'est aussi pour les personnes handicapées. Donc, il y a certains avantages à chacun de ces types de comptes, quoi. Et les non-registered accounts aussi sont aussi des véhicules qu'on utilise. En général, s'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ou bien des gens qui font leur contribution principale dans les TFSC, les trucs des enfants, et après, ils ont encore une certaine somme d'argent qu'ils aimeraient investir, mais qui ne savent pas, qui ne peuvent plus ajouter dans le TFSC, parce que si tu ajoutes, on va te pénaliser. Les non-registered accounts donc, sont des véhicules qui permettent donc d'investir cette somme d'argent extra, quoi. Donc, et en fait, en termes de non-registered accounts, on a nos savings accounts. On a ce qu'on appelle term deposit. On a les cash trading, non-registered, employee share, etc., qui sont des produits qui sont disponibles à tout un chacun. Et évidemment, on a d'autres sortes d'investissements, comme je disais tantôt, là, des real estate, et on a des land, des collectible precious metal. Ça c'est un peu des spécialités, mais c'est aussi disponible et c'est à la portée de tout un chacun. Donc, pour revenir donc au registered account, je crois que j'en ai déjà parlé un peu là. Les RRSP, comme je le disais, c'est vraiment des comptes d'épargne retraite. Et en fait, l'avantage du RRSP, c'est quoi? C'est que quand on contribue dans le RRSP, après, on a une déduction de taxes ou alors un remboursement de taxes lié à la contribution qu'on a faite au courant de l'année. Tandis que le RISP, il n'y a pas de remboursement de taxes. Le principal avantage de ce véhicule, c'est que le gouvernement contribue à peu près $500 annuellement par enfant à ce compte. Et ça, c'est sans compter donc les profits que les investissements pourraient générer. Il y a quelques années, jusqu'à 3 ans à peu près, je crois, la province de l'Alberta aussi contribuait, je crois, un montant initial de $500 par enfant. Et je crois que ça a été arrêté. Donc, ça a été arrêté il y a à peu près 6 ans de cela. Et l'autre avantage, c'est que quand l'enfant donc atteint un certain âge où il est prêt à aller à l'université, on peut donc retirer l'argent de ce compte et l'enfant peut l'utiliser pour son éducation et ça ne sera pas taxé. Par contre, si l'enfant ou les enfants ne vont pas à l'université ou alors des études supérieures, ils ne sont pas obligés d'aller à l'université, il faut aller à NAIT ou bien faire d'autres études secondaires, enfin d'autres études supérieures après le secondaire. Cet argent peut aller dans ce sens-là. Mais s'il n'est pas utilisé dans ce sens-là, il pourra être ou ne pas être taxé dépendamment de la situation de tout un chacun. Et l'autre compte enregistré, c'est le Tax-Free Savings Account, qui est vraiment, ça n'a aucun but, il n'y a aucun but précis, c'est vraiment un produit qui a été créé par le gouvernement Harper pour encourager les Canadiens à épargner davantage, parce que beaucoup de Canadiens n'épargnaient pas, parce qu'à l'époque, en dehors des RESP et des RRSP, il n'y avait vraiment pas d'autres véhicules d'épargne à part les comptes d'épargne qui te rapportent 0,0000001%. Donc, et les gens ne trouvaient pas que c'était quelque chose d'attrayant à faire. Donc, on a créé cet autre véhicule-là vraiment pour encourager les gens à épargner et aussi à investir. Et le principal avantage de ce compte, c'est qu'à la fin, il n'y a aucune taxe qui s'y applique. Donc, tout l'argent qui est fait dans ce compte-là, c'est vraiment sans taxe. Et voilà quoi. Et le seul désavantage, c'est que, bon, des avantages, ça dépend vraiment, mais je veux dire, la seule contrainte de ce compte, c'est que la contribution est limitée d'une année à l'autre. Donc maintenant, pour les non-registered accounts, comme je le disais tantôt, on a notre regular checking account, donc qui ne rapporte rien, donc c'est 0%. On a les savings accounts, comme je le disais tantôt, en contraste au RSP, qui est, qui rapporte vraiment des intérêts mineurs, donc maximum, je ne sais pas, j'exagère peut-être en disant 0,01%, mais vraiment c'est dérisoire. Surtout ces jours-ci où le taux d'intérêt est vraiment bas, les comptes d'épargne, vraiment, ça ne rapporte pas grand-chose. Et le troisième, c'est cash trading account, qui est ce dont je parlais tout à l'heure, où l'on finit de contribuer dans son RESP, son TFSC. Maintenant, si on a des excédentaires qu'on aimerait investir,
vraiment le cash trading account, c'est le véhicule le plus approprié, quoi. Et voilà pourquoi est-ce que c'est important d'investir. Il y a quelque chose qui échappe souvent au commun, c'est quoi? C'est que l'argent en tant que tel perd de sa valeur au fil du temps. Donc, si quelqu'un a une somme d'argent donnée aujourd'hui, disons $1000 aujourd'hui, et qu'il va mettre cet argent sous son oreiller, qu'est-ce que j'entends par sous son oreiller? C'est de mettre dans son cash account ou bien dans un savings account qui lui rapporte 0,0, je sais combien. 5 ans plus tard, ce $1000 n'a pas la même valeur qu'il a aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut acheter avec ce $1000 5 ans plus tard ne sera pas équivalent à ce qu'on pourra acheter aujourd'hui. Donc, ça perd de son pouvoir d'achat. Il y a aussi qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a souvent l'inflation qui arrive et souvent, l'argent, l'intérêt que ces comptes d'épargne nous donnent à la banque ne sont même pas assez juste pour comment on dit ça, matcher le taux d'inflation. Donc également, on constate là que la valeur de l'argent s'érode quand ça s'assoit dans un compte ou bien dans, je ne sais pas moi, dans une boîte à la cuisine ou quoi que ce soit. Le troisième avantage qu'il y a à investir, c'est quoi? Quand je parlais tout à l'heure des moyens de créer la fortune, j'ai dit on peut hériter ou bien on peut investir. C'est vrai que les gens se sont demandé la question, se sont posé la question de savoir, mais qu'en est-il du salaire? Le problème avec le salaire, c'est quoi? C'est bien beau d'avoir un salaire, ça nous permet à tous de vivre. Mais le salaire est la pire des formes de création de fortune parce que le salaire est taxé lourdement. Ici en Alberta, par exemple, je crois la plus haute branche de taxes, la plus haute, comment on dit ça, rangée de taxes, c'est dans les 48%. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui travaille dur, qui bosse fort, va partager son argent pratiquement moitié-moitié avec le gouvernement. Donc, plus tu es riche, plus le gouvernement prend. Alors que quand tu investis, les investissements sont en général taxés plus faiblement que le salaire. Et quand tu investis dans des comptes comme le TFSA, par exemple, tout ce que tu gagnes, tout ce que tu fais comme profit te revient. Personne ne va jamais venir te demander quoi que ce soit. Que tu fasses des millions, des milliards, ça te revient, le gouvernement ne touche à rien. Donc ça, ce sont vraiment des petits avantages que souvent les gens ne prennent pas en considération. On est content d'avoir 10 000, 20 000, 30 000 dans son compte. Là, on regarde ça tous les jours, on est content. Mais la valeur, le pouvoir d'achat de cet argent, ça s'érode. Alors que si on le met quelque part, il va générer d'autres revenus. Au minimum, il peut garder la même valeur que l'inflation, mais en général, c'est bien plus. Et si je reviens donc au niveau des taxes, j'ai mis ici les taxes qui s'appliquent au salaire, dans le income tax, et les taxes qui s'appliquent au capital gain. Le capital gain, c'est les profits qu'on fait sur les investissements. Donc, au niveau fédéral, la taxe salariale, la tranche salariale ou alors la tranche de taxe la plus élevée, c'est 33%. Donc, pour ceux qui gagnent des gros salaires, le gouvernement fédéral les taxe à 33%. Ceux qui sont en Alberta, en plus des 33% du gouvernement fédéral, l'Alberta ajoute c'est 15%. Dans la fin de la journée, tu travailles, mais tu donnes 48% de tes efforts au gouvernement. Alors que ceux qui investissent, qui se font des profits, si c'est dans ton TFSA, c'est zéro. Tu ne donnes rien au gouvernement. Si tu as donc maximisé ton TFSA et tes autres véhicules, tu peux toujours investir dans ton compte d'investissement et le gouvernement fédéral va te taxer seulement 16%. Le gouvernement provincial va te taxer 7,5%. Donc, à la fin, tu payes juste 23% de tes profits comme taxe, quoi. Ça, c'est quand tu n'es même pas dans le TFSA. Dans le TFSA, c'est zéro. Donc, peut-être je commence à sonner comme un disque rayé là, mais c'est juste pour mettre un peu l'accent sur le TFSA. Donc, maintenant, après avoir parlé de tous ces véhicules qui existent là, la question que beaucoup de gens se posent, c'est comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce que je le fais? Où est-ce que je commence? Et le conseil que je donnerai à tout un chacun, c'est de se rapprocher de son institution financière. Ça, c'est quand même l'un des avantages qui n'existe qu'en Amérique du Nord. Et quand je dis en Amérique du Nord, je parle principalement du Canada et des États-Unis.
Et bon, dans une moindre mesure au Mexique. Parce que même en Europe, ça n'existe pas. J'ai des amis, nous tous aussi, beaucoup d'entre nous avons vécu en Europe. On sait que ce genre de truc, vraiment, c'est vraiment limité. Et c'est réservé souvent même à une certaine élite. Donc, se rapprocher de ces banques et leur demander d'ouvrir ce qu'on appelle un self-directed investment account, c'est-à-dire un compte d'investissement personnel, si je peux ainsi le dire. Ceux qui ne sont pas confortables à le faire eux-mêmes peuvent toujours solliciter l'aide de leur banquier. Mais en général, moi, je me dis que personne ne peut prendre soin de soi-même comme soi-même. Et la plupart des banques ici au Canada offrent des comptes d'investissement. Par exemple, Scotiabank, leur plateforme d'investissement, c'est Scotia iTrade. La CIBC, leur plateforme d'investissement, c'est Investment Edge. La TD, c'est TD Wealth, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en plus des banques qui offrent la possibilité de créer des comptes d'investissement, on a aussi des plateformes qui sont indépendantes ou alliées à certaines banques, telles que Questrade, on a Interactive Broker, on a Wealthsimple, on a Xtrade, on a Qtrade, on a Thinkorswim. Et ceux qui veulent investir dans la crypto, on a Coinbase, on a Binance et peut-être d'autres que je ne connais pas. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que ces plateformes, la plupart de ces plateformes indépendantes-là, pas nécessairement les plateformes des grandes banques, mais les plateformes indépendantes que je viens de citer là, la plupart de ces plateformes-là ont ce qu'on appelle des trading accounts. Donc, on va vous donner un compte fictif avec une somme d'argent fictive, peut-être 100 000 $ ou je ne sais pas moi quoi, pour vous entraîner, pour vous familiariser aux produits, au marché et aussi à la plateforme, parce qu'ils savent que plus tard, vous serez l'un de leurs clients. Donc, une fois qu'on a ouvert son trading account, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est aussi simple que, voilà, aller acheter un truc. J'ai trouvé une image sur Internet là, de Scotia iTrade. Et vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Quand on veut acheter un produit, on a un endroit où on peut faire la recherche, on met le nom du produit. Ici, là, c'est quoi? C'est Facebook. Donc, celui-ci, il voulait acheter son Facebook. Donc, il va là, il met Facebook. On a tout ce qui concerne Facebook ici, le prix de l'action de Facebook le jour de l'achat. On a le prix que les gens demandent, donc, enfin, ouais, ce que les gens veulent offrir pour acheter le bid. Et on a le ask qui est, donc on voit, il y a une très petite différence. Donc, c'est soit 61,73 et on va voir la 161,77. Et si on regarde, on va voir que le prix sur le marché, c'est un peu la moyenne des deux qui est 161,75. Donc, celui qui va acheter une action de Facebook, tout ce qu'il a à faire, c'est venir ici à droite là. Non, où ça? Donc, on a déjà Facebook. Donc, tu viens juste ici, tu mets le nombre d'actions que tu veux, par exemple. Comme là, on voit, le gars, il a mis 62 actions. Tu mets 62 actions. Et ici, price type, c'est est-ce que tu vas acheter au prix du marché? Ça s'appelle market. Malheureusement, le truc, ce n'est pas interactif, puis c'est une photo que j'ai prise sur Internet. Mais au niveau de price type, tu choisis, est-ce que tu vas acheter au prix du marché? Là, tu mets market. Ça va te donner, en général, c'est la pire des options parce que ça va te donner le prix, en général, le ask, donc le prix le plus élevé. Mais quand la différence est vraiment faible, ce n'est pas très grave. Ce que la plupart des gens font et ce que je recommanderais, c'est d'utiliser limite. Parce que limite, ça veut dire que tu fixes un prix que tu ne vas pas dépasser. Si tu vas acheter ça au bid, par exemple, tu vas mettre 161,73. Quand tu mets limite, vous allez voir ici, price limit. Tu mets quel est le prix auquel tu vas acheter ton action. Et tu ne peux pas acheter ça à un prix plus élevé que ça. Mais tu peux acheter à un prix moins élevé que cela. Et après, tu choisis, est-ce que tu vas acheter pendant la journée ou alors ici aussi, il y a des options. Par exemple, est-ce que tu vas garder ça jusqu'à après les heures d'ouverture, donc after hour, ou bien good to cancel. Donc, certains trucs ont good to cancel, d'autres ont maximum, dépendamment de la plateforme qu'on utilise. Il y a différents moyens. Une fois qu'on a fait ça, on clique submit et puis c'est parti. Et puis voilà, s'il y a quelqu'un qui est en train de vendre et qui est content du prix qu'on demande, il te vend son action et puis tu as l'action dans ton compte. Et voilà, au bout d'un certain moment, l'action commence à prendre de la valeur. Comme on peut voir par exemple sur le compte du monsieur là, on voit que voilà, son compte en ce jour a augmenté d'à peu près 1 000 $.
Donc, voilà un peu comment acheter une action. Et c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Souvent, les gens se demandent, voilà, comment savoir quelle action acheter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on acquiert en s'informant. On va en parler dans une minute là. Mais ce que j'aimerais vous présenter sur le tableau-ci, c'est vraiment un tableau qui m'intéresse beaucoup, qui me fascine beaucoup. Pourquoi? Parce que ça donne un peu une idée des revenus qu'on peut générer si on investit sur la place boursière et si on est, disons, chanceux. Et il n'y en a même pas besoin d'être trop chanceux. Parce que quand on regarde ces produits-ci, la plupart d'entre nous connaissons ces produits. Ça, c'est les actions qui ont eu les meilleures performances pendant les 30 dernières années. Donc, on va voir les trucs que nous connaissons tous. Amazon, Monster, ça, c'est les energy drinks. Jack Henry, Senner, Best Buy, ainsi de suite, ainsi de suite. Netflix, Nvidia, tout ça, ce sont les trucs dont nous tous, nous sommes familiers. Des produits qu'on utilise régulièrement, si ce n'est tous les jours. Right? Netflix, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui passe une journée sans regarder Netflix. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que si quelqu'un avait investi, j'ai dit $10,000, hein, voilà ça ici, annualized return growth of 10,000. Lorsque quelqu'un investit $10,000 dans Amazon en 1997, c'est vrai que ça ne nous concerne pas là, mais en 2020, ce monsieur, ces $10,000 aurait généré 21 302 249 $. Ça, c'est canadien, américain. Peut-être même canadien parce que c'est 10 000, c'est 10 000. Right? C'est quoi? Ça fait un retour de 212 922% en 30 ans. Mais ce qui est fantastique, ce qui est surprenant, si je peux dire, c'est qu'annuellement, le retour n'est même pas monstrueux. C'est 38%. Donc, un retour annuel de 38%, au bout d'un certain temps, ça te rapporte 21 millions. Si on prend quelque chose comme, disons, Netflix. Netflix est un peu proche de ce qui est possible pour nous parce que c'est en 2002 et certains d'entre nous étaient déjà au Canada en 2002 ou même un peu avant. Donc, si quelqu'un avait investi $10,000 dans Netflix en 2002, aujourd'hui, en 2020, ça c'est même en 2020, même pas 2021, en 2020, il aurait 4 millions de dollars. Donc, de 2002 à 2020, tu as investi 10 000 dans Netflix, tu as 4 millions de dollars. Et on regarde encore les retours annuels. Oups. Les retours annuels, ce n'est pas des choses monstrueuses, ce n'est pas des choses extraordinaires. Même ceux qui n'ont pas de grands retours, comme, je ne sais pas moi, c'est quelle compagnie, si ça s'appelle Amphenol Electronics, je ne la connais pas bien, mais quelqu'un qui a investi son argent dans Amphenol, au bout d'un certain temps, 10 000 $, ça lui rapporte à peu près 2 millions, presque 3 millions, 2 908 900 000. Right? Et ça, c'est un retour annuel de 21%. Donc, souvent nous, on se précipite parce qu'on veut que ça fasse 100% chaque jour. Et ça, quand on chasse les actions qui vont 100% chaque jour, comme on a vu récemment, GameStop et tout ça, peut-être ça va monter 100% aujourd'hui, 100% demain, mais après, ça va descendre. Souvent, on va même perdre son argent parce qu'après, ça va prendre juste une chute drastique et puis ça va heurter les investisseurs. Le secret vraiment sur le marché, c'est quand on identifie un bon truc, c'est de le garder pendant longtemps. Donc, comme on dit en anglais, buy and hold. C'est avec le temps vraiment qu'on se bâtit une fortune et une véritable fortune. Donc, voilà, souvent les gens demandent, OK, j'ai besoin de combien pour commencer? Je n'ai pas 10 000 $ comme les gars qui ont investi dans la slide précédente. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir sur le marché financier. Ici, là, je vous montre une charte des penny stocks, en fait, donc les compagnies à faible capitalisation. Et ça, c'est les prix des actions. 17 cents, 9 cents, 14 cents, ainsi de suite. Et on voit que celui-ci, avec ses 20 cents, lui, il a déjà fait un retour de 5% ce jour-là. On voit un retour de 13 cents, un retour de 11%, 34 cents, un retour de 14%. Si on regarde juste la colonne sur les retours, on va voir qu'il y a plus de positifs que de négatifs.
ceci, c'est pour dire quoi? C'est que les marchés sont faits pour être efficaces et ont tendance à croître avec le temps. Donc, même ceux qui ne veulent pas se spécialiser à acheter des actions spécifiques de compagnies spécifiques peuvent toujours acheter un ETF et au bout du temps, le ETF là va gagner de la valeur. Donc, comme je disais, on peut commencer avec des sommes vraiment dérisoires, comme 17 cents. Donc, si quelqu'un a 100 $, 17 cents, ça lui fait combien d'actions? 9 cents, ça lui fait au moins, je ne sais pas, une dizaine d'actions. Non, mais qu'est-ce que je dis? Avec 9 cents, ça te fait à peu près 1000 actions. Donc, d'une compagnie comme ça, tu achètes, tu mets là, tu oublies, tu vas regarder ça 5 ans plus tard, peut-être tes 100 $, c'est déjà 5000 $. Right? Et il y a aussi des actions pour les riches, comme par exemple, ça, c'est Berkshire Hathaway, donc qui coûte quoi? 328 000 $. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève le matin pour acheter. Mais la raison pour laquelle je mets ces deux tableaux-là, c'est quoi? C'est qu'on peut commencer avec n'importe combien et on peut avancer. Plus on avance, plus il y a des produits qui sont appropriés au montant qu'on a à investir. Et voilà. L'autre question que les gens se posent, c'est vraiment de quoi est-ce que j'ai besoin pour réussir? Et il y a un truc, un adage qui se dit sur Wall Street. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais en anglais, ils disent No bulls make money, bears make money, and pigs get slaughtered. C'est quoi? C'est que sur le marché financier, il y a deux principales tendances. Il y a les bulls, donc les gens qui sont optimistes, qui croient toujours que le marché va monter, ou alors qui attendent quand le marché est en train de monter pour investir. Il y a une deuxième tendance qui sont les bears, donc les pessimistes, les gens qui attendent quand le marché commence à descendre ou bien qui espèrent que le marché va descendre pour investir leur argent et ils se font de l'argent. Et il y a des stratégies appropriées à chaque type. Right? Et maintenant, il y a ceux qu'on appelle les pigs, c'est-à-dire que les gens qui sont toujours en train de poursuivre le dernier objet le plus brillant. C'est-à-dire, oh, voilà, oh, on parle de crypto, je couvre la crypto. On parle de ceci, je couvre cela. On parle des, c'est pas moi, mining stock, je couvre les mining stocks. Et à la fin, ceux-là qui ne sont vraiment pas décisifs, ne sont pas précis, on les appelle les pigs. Et c'est eux qui sont, en général, les victimes des bulls et des bears. Donc, en fait, les gens qui n'ont pas de stratégie précise, c'est eux qui finissent par se faire mal parce qu'ils courent après tout et à la fin, ils n'attrapent rien. Et les investisseurs de renom, comme les Warren Buffett et autres, disent que vraiment le principal facteur de réussite sur le marché financier, c'est le contrôle de ses émotions. Right? C'est que si tu as investi sur le marché financier, est-ce que dès que tu vois qu'une action, prenons l'activité récente, les stocks de GameStop par exemple, dès que tu entends que une action comme GameStop est en train de faire 100% depuis 3 jours, est-ce que tu cours maintenant pour aller investir, acheter GameStop alors que ça a fait déjà 400-500% en 3 jours? Tu crois que ça va continuer de monter parce que tu as peur d'être laissé sur le pavé, comme ils appellent ça en anglais, le FOMO. FOMO, c'est quoi? C'est the fear of missing out, right? Est-ce que dès que tu entends qu'il y a quelque chose qui se passe et que tout le monde se fait de l'argent, toi aussi tu cours, tu vas entrer, mais tu entres quand c'est au sommet et 2 jours plus tard, ça tombe. Parce que si on voit maintenant ce qui s'est passé avec GameStop, GameStop a fait près de 1000% en 3 jours. Et après, quand tu fais 1000% en 3 jours et que tu perds 50%, c'est les 50% des 1000%, donc tu perds 500%. Right? Et si tu es entré quand c'était à 1000%, tu as perdu 50%, tu as perdu la moitié de ton investissement. Right? Donc, si quelqu'un a son téléphone ou bien sa tablette, là, il peut regarder ses actions si au fur et à mesure que j'en parle. L'autre truc, c'est quoi? L'une des erreurs que les gars commettent souvent, c'est est-ce que tu as le sang-froid de voir que j'ai investi, disons, mes 1000 $, mes 500 $ aujourd'hui et demain, mes 500 $, c'est maintenant 400 $. Est-ce que tu auras le sang-froid de dire j'ai confiance, je reste là, je sais que c'est temporaire et ça va repartir? Ou alors, tu investis 500 $, quand tu perds 100 $, tu cours, tu vas retirer ton argent. Là, tu vas te faire du mal parce que tu es entré avec 500 $, tu ressors avec 400 $. Donc, vraiment, ça c'est vraiment ce qui détermine le plus la réussite d'un investisseur en dehors de toutes les connaissances qu'on peut avoir, de toutes les stratégies, parce que personne vraiment n'a la boule de cristal pour savoir de quoi demain sera fait. Et c'est vraiment gérer ses émotions face aux réactions du marché. Et comme je disais maintenant, donc, chacun doit pouvoir
définir quel est son style. Et quand je définis quel est son style, souvent on ne définit même pas son style. On a souvent des prédispositions, on a souvent des tendances naturelles à faire les choses de certaines manières. Donc, sur le tableau aussi que j'ai de ce côté-là, j'ai mis les choses en fait dans 2 colonnes. Donc, ce qu'il y a dans la colonne de droite est opposé à ce qu'il y a dans la colonne de gauche. Donc, on a par exemple des investisseurs qui sont ce qu'on appelle les momentum investors. Et les momentum investors sont un peu comme les bull investors, c'est-à-dire que c'est les gens qui attendent, quand ils voient qu'il y a déjà donc une certaine énergie initiale et que les choses commencent à monter, c'est en ce moment qu'eux, ils investissent. Et le marché va monter avec eux. Et les opposés des momentum investors, c'est les contrarian investors. Les contrarian investors, eux, ils attendent quand une action a dégringolé jusqu'à ce que c'est, bon, on ne sait jamais c'est quoi le plancher, mais jusqu'à ce que ça atteigne une valeur où ils estiment que c'est proche du plancher, qu'ils rentrent dans ce truc, ils achètent moins cher et ils laissent là. Ils savent que quand les conditions seront favorables, l'action va remonter et il va se faire son argent. Il y a d'autres qui sont donc les technical investors qui, eux, ils investissent avec les charts, right? Les barres, les charts, des trucs comme ça. Là, donc, ils regardent les indicateurs. Il y a toutes sortes d'indicateurs, les MACD, les moving average ou whatever. Donc, ils regardent ce genre d'indicateurs et ils investissent en fonction des indicateurs. Et les opposés des technical analysts sont ce qu'on appelle les fundamental investors. Les fundamental investors, c'est les gens qui vont te prendre une compagnie, ils vont éplucher tout ce que la compagnie fait du matin au soir jusqu'à savoir qui est le directeur, qu'est-ce qu'il mange et tout et tout. Est-ce que cette compagnie a de l'avenir? Et ce n'est que quand il est convaincu que c'est une bonne compagnie qu'il va investir. Maintenant, on a ce qu'on appelle les value investors. Les value investors ont tendance à être aussi des fundamental investors. Le value investor, eux, ils vont investir dans les compagnies qui ont de la valeur. En général, ce sont les riches même qui investissent dans les value investors. Ils vont, parce que leur principal objectif, ce n'est pas nécessairement de se faire de l'argent le plus vite possible, mais c'est de préserver leur argent. Donc, les gens qui sont riches, par exemple, comme les Warren Buffett, eux sont les value investors. C'est pour ça que son Berkshire Hathaway, c'est 300 000, une seule action. Right? Mais il sait que qu'on monte ou qu'on descende, son action ne va pas descendre de 10% en un jour, même pas en un an. Si ça descend trop, c'est 5%. Mais c'est aussi que ça ne va peut-être pas monter de 50%. Il ne veut même pas que ça monte de 50% parce qu'eux, ils ont tellement d'argent qu'il a 1 milliard. Il sait que quand 1 milliard fait 1%, j'ai mes 100 millions. Donc, il ne se casse pas. Lui, il ne cherche pas gros. Donc, c'est ce genre d'investisseur qui est le value investors. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les growth investors. Les growth investors, en général, ce sont les gens qui sont en début d'investissement, donc les gens qui veulent se bâtir une fortune. Donc, ils cherchent vraiment les compagnies qui ont le futur, qui vont boomer. Ce sont les gens qui vont maintenant acheter les penny stocks ou bien ils vont acheter les compagnies, les tech compagnies, tout ça là, qui se disent que l'avenir, c'est dans ça. Donc, l'avenir, ou bien la crypto. Donc, l'avenir, vraiment, c'est là. C'est ça qui va grandir. Et puis, mais en même temps, les growth investors peuvent aussi acheter un truc qui ne porte pas, dont les fruits ne vont pas tenir la promesse des fleurs, par exemple. Et donc, les caractéristiques qu'il y a sur cette charte-là, donc, sur une même ligne, c'est opposé. Mais sur une ligne, on peut prendre tout ce qui est sur les autres colonnes. Donc, la ligne d'en haut à gauche peut se combiner avec la ligne de la seconde ligne de droite ou la troisième ligne de droite. Donc, on peut être momentum investor et être fundamental et growth en même temps. Tout comme on peut être technical et être contrarian et être growth investors. Mais en général, ceux qui sont sur la même ligne-là sont un peu des opposés, quoi. Donc, l'un des trucs, c'est comment donc faire pour avoir toutes ces informations, où est-ce qu'on trouve les informations, comment est-ce qu'on s'informe pour pouvoir investir. Donc, avant qu'on ne se sépare là, ce que j'aimerais que chacun fasse, si vous avez votre téléphone, c'est de télécharger les applications que j'ai citées ici. Il y a tellement de ressources gratuites. Là, il y a par exemple Yahoo Finance, c'est gratuit sur votre app, sur votre téléphone. Donc, si tu as Android, tu peux télécharger Yahoo Finance. Si tu as Apple, tu peux télécharger Yahoo Finance. Et ça te donne les informations minute par minute.
Donc, on a aussi CNBC, qui est l'application de la chaîne de business américaine CNBC. Donc, la chaîne de télé elle-même ne donne que des informations de business à longueur de journée. Ils ont aussi une application où on peut aussi avoir des petites vidéos qui résument souvent ce qui s'est passé, mais beaucoup plus des informations écrites là. Mais c'est vraiment très, très, comment on dit ça? C'est vraiment très, très bénéfique pour celui qui veut investir, qui veut rester connecté avec la place financière. Il y a une autre application qui est canadienne, donc BNN Bloomberg, qui est un jumelage entre la chaîne BNN canadienne et la chaîne Bloomberg américaine. BNN, c'est Business News Network. C'était d'abord Arrow TV, qui était Report on Business, ROB TV, Report on Business TV. Donc, eux aussi, ils ont une application. Et ça, c'est l'application que je recommande à tout le monde, BNN Bloomberg. Donc, si vous avez vos cell phones là, tapez BNN Bloomberg, téléchargez ça. Et il y a un appel donc, qui est Market Call. Et Market Call, c'est quoi? C'est une émission qui passe à BNN Bloomberg tous les jours et où on a des analystes qui viennent et on leur pose des questions sur différentes compagnies. Ils donnent leur point de vue. Et l'autre avantage, c'est quoi? C'est qu'à la fin de l'émission, ils donnent ce qu'ils appellent leurs top picks. Donc, ils donnent leurs recommandations de quelles sont les compagnies qu'ils croient qui auront une bonne performance au cours de l'année, enfin pour les 12 prochains mois. Et chaque jour ouvrable, on a un analyste qui vient et qui fait des exposés et discute de différentes compagnies. Et l'avantage, c'est que ces analystes-là ont des spécialités diverses. Il y a qui se spécialisent dans les mines, d'autres qui se spécialisent dans les ETF, d'autres qui se spécialisent dans les tech stocks, ainsi de suite, ainsi de suite. On a aussi l'application Bloomberg elle-même, qui n'est pas bien un Bloomberg, qui a aussi beaucoup d'informations. L'une des sources aussi importantes, si vous investissez à travers votre banque ou même n'importe quelle plateforme que j'ai citée tout à l'heure, c'est que toutes ces plateformes-là regorgent d'informations, comment on dit ça, très importantes, d'informations critiques en ce qui concerne l'économie, les marchés et tout. Et ces plateformes-là aussi vont souvent même vous donner, je ne dirais pas des recommandations, mais vont catégoriser les actions sur une échelle, je crois, en général de 1 à 5. 1, c'est très bon, 5, c'est pas bon. Et en général aussi, il y a les couleurs qui suivent. Dès qu'on dépasse à 2,5, ça devient rouge. Dès qu'on est à 2, de 2 à 1, c'est vert. Et c'est une indication que voilà des trucs qu'on pourrait acheter et que si tout va bien, ce serait peut-être un bon investissement. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'être sorcier, on n'a pas besoin d'être Warren Buffett. Il y a déjà beaucoup de gens qui font ce travail à la base. Et si quelqu'un veut investir, il n'a qu'à se connecter, il n'a qu'à être connecté, aller à la source et vraiment consommer le produit fini. Et j'ai aussi mis juste une autre diapo ici, une autre image ici pour montrer tous les produits, en fait, les applications financières qui existent là, que les gens peuvent télécharger pour s'informer, pour jouer, pour apprendre à trader ou même pour trader, quoi. Donc, ça, c'est l'une des dernières diapos. C'est quoi? Quelles sont vraiment les tendances actuelles? La plus grosse tendance actuelle, où tout l'argent va, c'est vraiment le tech sector. Tech sector, c'est quoi? Les nouvelles technologies, les IT, qui englobent vraiment beaucoup de secteurs. Right? Donc, si on regarde un peu l'image que j'ai ici, là, quand je parle des tech stocks, je parle de quoi? Je parle des compagnies qui font dans le 5G. Diane peut nous en donner des exemples plus tard. Donc, vraiment, les compagnies qui font dans le 5G. Il y a le Internet of Things, les compagnies qui font dans le Internet of Things. Il y a les compagnies qui font dans ce qu'on appelle les digital twins. Il y a les compagnies qui font le digital content. Il y a les compagnies qui font, comment on dit ça, advanced pervasive and invisible analytics. Il y a d'autres qui se spécialisent dans ce qu'on appelle AI, l'intelligence artificielle, machine learning. Et l'un des secteurs, on peut discuter si c'est tech ou bien si c'est environnement, c'est vraiment les véhicules électriques et les véhicules hybrides. Il y a aussi les smart factories, right? Et vraiment les véhicules autonomes. Ça, c'est vraiment
les secteurs qui sont en vogue pour l'instant, où pratiquement n'importe qui investit n'importe quoi a des chances que son argent va augmenter d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas dramatiquement comme Tesla ou bien comme, je ne sais pas moi, Amazon. Mais en général, quand on investit dans ces secteurs-là, depuis au moins une dizaine d'années, il y a de fortes chances que si on choisit une bonne compagnie, on va se faire des profits. Et l'autre secteur qui est toujours lié au tech et aux véhicules, c'est le domaine des batteries. Donc, les gens qui fabriquent les batteries pour les véhicules électriques, ça aussi, c'est un secteur qui est en train de boomer. Ces jours-ci, là, si quelqu'un a mis $100 dans un truc de batterie en début janvier, là, je vais dire $100, pas 100 000, $100, dans un truc de batterie en janvier, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, il est entre 500 et $1,000. Et l'autre secteur qui est en train de prendre de l'ampleur avec l'élection de Joe Biden, c'est vraiment le secteur environnemental, des énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien, les biogaz, etc., etc. Et les deux secteurs vraiment du futur qui sont en boom, mais qui sont très risqués. Ça, c'est pour les courageux, les kamikazes, qui sont très risqués maintenant. Là, c'est vraiment le healthcare et le space. Dans le healthcare, je pense principalement à ce qu'on appelle le gene sequencing, right? C'est-à-dire que la médecine spécialisée où on va prendre un échantillon de, je ne sais pas moi, de tes cellules, on va séquencer tes gènes pour aller identifier quelle est la maladie et faire un traitement spécialisé. Ça, c'est vraiment encore en état de bourgeonnement. Et ceux qui investissent dans ce domaine aujourd'hui peuvent ne pas avoir des retours dans 1, 2, 3 ans. Mais une chose est sûre, dans 5, 10 ans, quand le truc sera mainstream, celui qui investit dedans, dans 10 ans, qui est patient, il va seulement, chaque fois qu'on va le voir, il sera seulement en train de sourire parce qu'il est en train d'aller déposer l'argent à la banque. Il y a aussi le domaine de la télémédecine, qui est aussi un domaine très porteur. Nous tous, on a vu comment ça a explosé pendant la période du COVID. Et maintenant, le domaine alors futuriste vraiment que les gens sont en train d'explorer maintenant, c'est vraiment l'espace. Right? Il y a déjà au moins 3 compagnies qui sont en train de se lancer dans le tourisme spatial ou alors dans les satellites modulaires, là, comme par exemple Tesla avec son SpaceX. Il est en train de vouloir fournir la Terre entière de capacité de connexion sur Internet, mais pas de manière traditionnelle comme on le fait aujourd'hui, là, mais avec des satellites. Donc, il a déjà lancé, je crois, à peu près 9000 satellites autour de la Terre et il va lancer jusqu'à 42 000 satellites pour que toute la Terre entière soit couverte en permanence pour pouvoir offrir des services Internet. Et ça, ce n'est pas seulement pour les services Internet de maison, mais c'est beaucoup plus en regardant vers le futur parce qu'on se dit que d'ici 5-10 ans, les véhicules autonomes, ça va devenir une chose normale. Et pour qu'un véhicule autonome puisse marcher, il faut qu'il ait accès à Internet. Donc, ça aussi, c'est vraiment un domaine prometteur, mais c'est vraiment les bénéfices vont vraiment se voir dans 5-10 ans. Mais pour ceux qui sont patients, qui ont de l'argent, qui n'ont pas besoin d'utiliser dans les 3, 4, 5 ans, peuvent décider que, OK, c'est là que je vais mettre mon argent, je mets mes $500, je garde, et puis dans 5-10 ans, je suis sûr que les $500, là, ça va être 500 000 $. Donc, voilà un peu certains secteurs qui sont vraiment en vogue actuellement. Évidemment, il y a les secteurs traditionnels comme, c'est pas moi, investir dans les banques, investir dans les assurances, des trucs comme ça, là, mais c'est des trucs vraiment qui bougent très faiblement, qui vont vous faire peut-être 5 à 12% l'année, mais aussi on n'a pas trop de risque de perte, quoi. Et pour vraiment chuter, j'aimerais quand même dire 1 ou 2 mots sur les phénomènes récents qu'on observe tout à l'heure là. Et il y a beaucoup de trucs qui se passent. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure les pyramides de Ponzi, qui, en fait, souvent c'est légal, souvent c'est pas légal, dépendamment vraiment de comment c'est structuré. Mais le problème qu'il y a avec les pyramides de Ponzi, c'est quoi? C'est ceux qui, en général, sont au-dessus de la pyramide qui vont se faire des profits, qui vont bouffer. Et ceux qui sont en dessous de la pyramide, souvent, eux, ils restent, comment on dit ça, avec le sac en main, le sac de, je ne sais pas moi quoi, on dit en anglais holding the bag. Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens, en général, comme nous, le commun des mortels, les gens qui ne sont pas vraiment dans le truc, en général, quand quelque chose arrive à notre niveau, c'est qu'on est vraiment, vraiment au bas de l'échelle. C'est-à-dire que tu as le truc, si voilà, tu veux parler à ton ami, tu vas le voir pour
pour lui positionner le produit. Tu arrives lui-même aussi, là, le même produit. Oh, vraiment, ça tombe bien comme tu viens, je voulais te parler. Donc, quand ça arrive à nous, là, c'est en général un niveau de saturation où on a très peu de chances de pouvoir se faire encore une ou deux personnes en dessus de nous qui va nous aider aussi à profiter. Souvent, on est chanceux, on attrape un Mougou ou deux, mais rarement on va à plus de cela. Parce que quand ça arrive au niveau de celui qui va qu'à ses occupations journalières, là, c'est vraiment au bas de l'échelle et ça atteint souvent un niveau de saturation. Et le problème, c'est que souvent même ça crée des problèmes entre les gens. Pourquoi? Parce que en général, quand on est dans un pyramid scheme, on ne va pas aller chercher des clients là-bas qu'on ne connaît pas. Souvent, c'est son frère, c'est sa soeur, c'est son ami. Et souvent, il y a des gens qui s'embêtent et ça finit par créer des problèmes. Oh, je t'ai parlé de mon produit, tu n'as pas acheté, ceci, cela. Et puis, voilà quoi. Donc, ça crée souvent des tensions dans les relations. L'autre truc dont il faut souvent se méfier, c'est quoi? C'est que si quelqu'un vous dit qu'il a une formule magique, qu'il a un secret de l'argent, c'est que vraiment, et que vous y croyez vraiment, il faut se poser des questions. Parce qu'il n'y a personne, même Warren Buffett, qui est le meilleur investisseur de tous les temps, n'a pas de boule magique pour se faire de l'argent. Vraiment, le meilleur moyen de se faire une fortune sur la place financière, c'est le temps, comme on l'a vu. Et on n'a pas besoin des retours catastrophiques. Des retours décents et raisonnables, comme 20%, 30% l'année, au bout de 5-10 ans, ça peut faire une différence énorme dans la vie d'un individu. Surtout ceux qui sont déjà à un âge avancé, qui contemplent prendre peut-être leur retraite dans 5-10 ans, un investissement décent où tu sais que les chances de perdre ton argent sont limitées. C'est vraiment, moi je conseillerais à tout un chacun d'opter pour cette option-là, vraiment d'investir sur le temps. Et l'autre truc vraiment qui, moi, va toujours attirer mon attention, c'est les gens qui viennent avec des formules de s'enrichir ici et maintenant, ouais, les get rich schemes. Ça, c'est des trucs vraiment qui attirent mon attention où je participe pratiquement jamais. Donc, voilà quoi. Et l'autre truc, c'est aussi, comme on dit, if it's too good to be true. Si quelqu'un vient vous raconter une histoire qui est pratiquement parfaite là, il faut se poser des questions. Ou il y a des gens qui vont vous dire, je vous garantis que vous aurez des retours de 50% par année. Je ne crois pas que sur la place financière, ou même dans n'importe quel business, c'est difficile de garantir des retours, surtout quand ce sont des larges retours à quelqu'un. C'est difficile de garantir des retours de 50-100% par année. Les banques, par exemple, peuvent se targuer de dire, je vais te garantir un retour. Mais on voit le retour que les banques garantissent, c'est 0,1%, voire maximum quand c'est les GIC, c'est 4%. Mais les banques le font parce qu'elles savent que l'argent que tu déposes sur moi, je vais le prêter à X, je vais prendre des intérêts de 13-14% et je vais reverser 4% aux autres. Donc, au moins, eux, là, ils peuvent le garder. Mais quelqu'un d'autre qui va te dire, ce produit est garanti, vraiment, il faut se poser des questions. Et l'un des conseils que les grands investisseurs comme les Warren Buffett aussi donnent à ceux qui commencent, à ceux qui se lancent dans les investissements, c'est quoi? C'est si ça a l'air très compliqué, si tu ne comprends pas de quoi ça parle, pardon, ne te lance pas. Parce qu'il y a des fortes chances que tu vas te casser le nez. Donc, par exemple, quand je parlais des produits qu'il y a sur la place boursière tout à l'heure, là, j'ai parlé des produits dérivés comme les options, comme les futures, les forex. Ça sont des trucs qui peuvent rapporter des fortunes colossales très tôt, mais c'est aussi des produits très, très dangereux. Donc, si tu ne sais pas exactement ce que tu fais, il faut éviter de te lancer dans ce genre de choses. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas la vente de rêve, comme on le dit. Les retours sont réels, mais c'est une épée à double tranchant. Ça coupe dans un sens comme ça coupe dans l'autre sens. Donc, vraiment, si quelqu'un vous présente un produit trop compliqué là, peut-être prenez le temps d'apprendre et de comprendre ce produit avant de s'y lancer, mais ne pas se lancer dans quelque chose qu'on ne comprend pas, quoi. Et je crois que je suis arrivé au terme de la présentation. Et Diane, si tu veux, tu peux arrêter d'enregistrer, puis on peut commencer donc notre échange. Merci. Vous ne voulez pas qu'on enregistre les questions? Peut-être la discussion pourrait être intéressante aussi.
Ah, ça dépend de tout un chacun. Hein. Moi, j'ai fini la présentation. Vous préférez qu'on arrête l'enregistrement? Oui. Ceux qui sont pour qu'on arrête l'enregistrement, lèvent la main là sur le chat. Sur le chat. OK, j'arrête donc l'enregistrement et puis on peut discuter. Dans réaction, Paul.